Bonsoir et bienvenue. Imaginez un instant. Imaginez que vous vous teniez sur un rivage, non pas celui que vous connaissez, avec ses vagues régulières et le doux murmure du vent marin. Non, imaginez un rivage d'une autre ère, un rivage qui n'est pas encore tout à fait la terre. Le sol sous vos pieds est chaud, peut-être brûlant, un tapis de roches sombres qui fume encore, témoin d'une jeunesse volcanique. Le ciel n'est pas ce bleu familier. Il est lourd, orangé, parsemé de nuages de soufre et de vapeurs d'eau qui scintillent d'éclairs sans fin. Et là, au-dessus, défiant toute logique, trône une présence inimaginable. Pas la petite pastille d'argent que nous chérissons aujourd'hui, mais un titan en flammes, un disque gigantesque qui remplit le ciel, son visage lacéré de cratères, sa surface encore incandescente. Son aura rougeoyante projette des ombres mouvantes sur ce paysage apocalyptique. Le sol tremble sous une force invisible, profonde, une vibration qui monte des entrailles de la planète. L'air sent le soufre, le fer fondu et une humidité suffocante. Et puis les vagues. Oh, les vagues. Ce ne sont pas des ondulations, ni même des tsunamis. Ce sont des montagnes liquides, des murs d'eau qui s'élèvent à des centaines de mètres, balayant des continents naissants avec la fureur d'un dieu ivre, puis se retirant avec un râle assourdissant, laissant derrière elles des cicatrices profondes dans le paysage. Des torrents de lave se déversent dans ces océans éphémères, provoquant des sifflements qui déchirent le tympan de ce monde naissant, tandis que des geysers de vapeur s'élancent vers le ciel, tels des doigts accusateurs pointant vers cette entité céleste qui domine tout. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est un portrait de notre propre planète, il y a des milliards d'années, dans un temps que nous appelons l'éon adéen. Une ère où la Terre, telle une jeune pousse fragile, luttait pour survivre. Pour se trouver un chemin vers l'existence telle que nous la connaissons. Et au cœur de cette lutte, au centre de ce tourbillon de chaos et de genèse, se trouvait un acteur colossal, une force gravitationnelle d'une puissance inimaginable, sculptant, broyant, mais aussi, paradoxalement, semant les graines d'un futur lointain. Cet acteur, cette divinité cosmique de destruction et de création, était la Lune. Notre Lune. Celle-là même qui, aujourd'hui, nous observe placidement, gardienne silencieuse de nos nuits. Mais dans sa jeunesse, cette gardienne a été une bourreau. Elle a presque détruit la Terre primitive. Elle a façonné notre monde par la violence, par la fureur, par une proximité si intense qu'elle a transformé notre planète en un enfer surchauffé et en constante mutation. Ce soir, nous allons voyager à travers le temps, bien au-delà des mythes et des légendes. Nous allons plonger dans l'histoire tumultueuse de la naissance de la Terre et de son plus fidèle compagnon. Nous allons explorer les cicatrices laissées par cette danse cosmique violente, et comprendre comment, de ce chaos primordial, a émergé non pas la fin, mais le début d'une histoire extraordinaire, celle de la vie elle-même. Préparez-vous à revoir tout ce que vous pensiez savoir sur notre satellite lunaire. Kamenkans. Phase 1. Origine, fondation, 2000 à 2500 mots. Au commencement, il n'y avait rien qui ressemblait à ce que nous appelons aujourd'hui un système solaire. Juste un nuage gigantesque de gaz et de poussière, flottant dans le vide cosmique. Un maelstrom de matière, tourbillonnant, se contractant sous sa propre gravité. Puis, au centre de cette danse cosmique, une étoile s'est allumée, notre Soleil, encore jeune et instable. Autour de lui, dans un disque protoplanétaire incandescent, les débris s'entrechoquaient, s'aggloméraient, formant des planétésimaux, de petits mondes éphémères qui se heurtaient sans relâche. La violence était la règle, le silence une fiction. Notre Terre primitive, ou ce qui allait le devenir, était l'un de ces planétésimaux privilégiés. À ses débuts, il y a environ 4,5 milliards d'années, c'était un embryon de planète, un corps céleste en formation, encore bouillonnant de chaleur. Une sphère de magma incandescent, bombardée sans cesse par les restes de la formation du système solaire. La surface était un océan de roches fondues, d'un rouge écarlate sous un ciel assombri par des vapeurs métalliques et des poussières volcaniques. Les jeunes vents solaires, encore furieux, balayaient cette atmosphère naissante, arrachant les éléments les plus légers, laissant la Terre comme une blessure ouverte dans l'espace. La pression était immense, la gravité tirait tout vers le centre, et le cœur de cette jeune Terre, déjà en fusion, battait comme un tambour primordial. Puis vint le cataclysme. Il y a environ 4,51 milliards d'années, un événement d'une violence inouïe allait sceller le destin de la Terre et lui donner son compagnon éternel. Un corps de la taille de Mars, que les scientifiques ont poétiquement baptisé Theia, en référence à la déesse grecque mère de Sélénée, la Lune, s'est élancé hors des profondeurs cosmiques. Il n'était pas un ennemi intentionnel, pas plus qu'un ami. Juste une force brute, une masse lancée à des milliers de kilomètres par heure sur une trajectoire de collision inévitable. Theia était un monde à part entière, avec son propre manteau rocheux et son noyau de fer. Imagines l'impact. Pas un simple choc, mais une annihilation cosmique.
Theia a heurté la Terre primitive avec une énergie des millions de fois supérieure à celle de l'impact qui a anéanti les dinosaures. C'était un coup si puissant qu'il a littéralement fait fondre et vaporiser une partie considérable du manteau terrestre, projetant dans l'espace des trillions de tonnes de matière en fusion et de gaz brûlants. Les matériaux s'élancèrent en une gerbe de feu et de roches, formant un anneau incandescent autour de la Terre. C'était une scène de destruction sans précédent, un balai de débris en orbite, une vision d'enfer et de création. Theia, en tant qu'entité distincte, a cessé d'exister, son corps disloqué et absorbé par la Terre ou éjecté dans cet anneau de matière. Le prototerre, lui, était une blessure ouverte, une sphère en fusion tourbillonnant sous l'impact, son noyau se mélangeant potentiellement avec celui de Theia, augmentant sa masse et sa densité. De cette danse macabre, une nouvelle entité allait naître. Ce n'est pas un mythe ou une légende que nous racontons ici, mais le résultat de décennies de recherche, d'analyse de roches lunaires et de simulations informatiques. C'est la plus grande correction d'une idée fausse commune concernant la Lune. Elle n'a pas été capturée par la gravité terrestre, ni formée en même temps que la Terre. Elle est le fruit d'une collision cosmique cataclysmique. Elle est, en substance, une sœur jumelle issue du même sang et du même feu. Pendant des semaines, peut-être des mois, ces débris en orbite se sont agglutinés, s'attirant mutuellement sous l'effet de la gravité. Les fragments plus petits ont fusionné avec les plus grands, et lentement, inexorablement, la matière incandescente s'est compactée, refroidissant juste assez pour former une sphère rocheuse. Cette sphère était la protolune. Dans les premiers jours de son existence, notre Lune était incroyablement proche de la Terre, peut-être à une distance de seulement 20 000 à 30 000 km, là où elle se trouve aujourd'hui à près de 384 000 km. Imaginez cela, un corps céleste de cette taille, plus de 10 fois plus proche. Elle aurait semblé immense dans le ciel, occupant une grande partie de l'horizon, un spectacle terrifiant et majestueux. La Terre primitive, secouée par l'impact, était un monde de magma en ébullition, son atmosphère naissante composée de roches vaporisées, de vapeurs métalliques, de dioxyde de carbone et de soufre. Le ciel était une fournaise perpétuelle, sans étoiles visibles, seulement la lueur rougeoyante de la surface et la présence écrasante de la protolune. Le sol, ou ce qui en tenait lieu, était un tapis de lave, se refroidissant en croûte mince par endroits, avant d'être déchiré à nouveau par les mouvements tectoniques et les impacts constants de météorites. La Terre était alors un nouveau-né, blessé mais résilient, et son destin allait être forgé dans une relation symbiotique, mais destructrice, avec sa nouvelle compagne. Le proto-moon était lui aussi une force en pleine genèse. Sa surface était encore en grande partie fondue, sa propre gravité tirant et pétrissant sa matière comme une boule d'argile cosmique. Il brillait d'une chaleur résiduelle intense, renvoyant la lumière du soleil naissant avec une intensité aveuglante, même à travers les nuages épais de l'atmosphère terrestre. Son noyau de fer, relativement petit par rapport à sa taille globale, commençait tout juste à se différencier. Il n'y avait pas de régolithe, pas de mer de tranquillité, juste une sphère brûlante et en constante évolution, un miroir ardent de la Terre elle-même. Les conséquences de cette proximité étaient immédiates et cataclysmiques. Le jeune prototerre tournait sur son axe à une vitesse vertigineuse, une rotation complète ne prenant que 4 à 5 heures. Imaginez des jours et des nuits éclairés par un monstre céleste, d'une durée de seulement 2 ou 2 heures et demie chacun. Cette rotation rapide, combinée à la gravité écrasante de la Lune, a donné naissance à des phénomènes d'une ampleur que nous avons du mal à concevoir. Les forces de marée, aujourd'hui responsables des petites montées et descentes de nos océans, étaient alors des déformations titanesques. Elles ne tiraient pas seulement l'eau, elles tiraient la roche elle-même. La Terre, encore malléable, était constamment étirée et comprimée par l'attraction lunaire. Imaginez une orange que l'on presse sans relâche. Encore et encore. Cette flexion interne, cette torsion incessante, générait une chaleur phénoménale à l'intérieur de la Terre, contribuant à maintenir son manteau dans un état semi-liquide. C'était une agonie permanente pour la jeune planète, mais aussi un moteur d'activité géologique sans précédent. Les océans, si tant est qu'on puisse les appeler ainsi, étaient loin d'être les étendues calmes que nous connaissons. À cette époque, l'eau, si elle parvenait à se condenser malgré la chaleur intense, aurait formé des bassins turbulents, constamment soulevés et abaissés par des marées gigantesques. Des murs d'eau, littéralement, s'élevaient sur des kilomètres, déferlant sur la surface rocheuse de la planète, puis reculant à toute vitesse, laissant derrière eux des plaines de boue et de sel qui étaient instantanément asséchées par le soleil ardent et la chaleur interne de la Terre. Ces marées colossales auraient arraché des pans entiers de la croûte terrestre, les broyant en sédiments avant de les redéposer ailleurs, sans laisser le temps à une croûte stable de se former. Le prototerre n'était pas un simple corps céleste, mais une boule d'argile cosmique en constante refonte, sculptée, pétrifiée, puis de nouveau fondue par les forces titanesques de son compagnon proche. Les volcans, partout.
La flexion du manteau terrestre sous l'influence lunaire ouvrait des fissures sans fin dans la croûte, permettant au magma de remonter à la surface dans un jaillissement constant. L'air était saturé de dioxyde de soufre, de vapeur d'eau, et de dioxyde de carbone, un mélange toxique qui ne laissait aucune place à la vie telle que nous la connaissons. Le paysage était un enfer fumant, parsemé de coulées de lave rougeoyante qui se déversaient dans les océans primordiaux, créant des explosions de vapeur massive et des formations rocheuses éphémères qui étaient rapidement englouties par la marée suivante ou ensevelies sous de nouvelles éruptions. La Terre gémissait sous cette pression interne et externe, une symphonie de destruction et de création qui se jouait à chaque instant. Le ciel, dominé par la lune gigantesque, aurait été un spectacle terrifiant. Non seulement elle était immense, mais elle était aussi probablement beaucoup plus brillante qu'aujourd'hui, reflétant la lumière du soleil sur sa surface encore chaude et géologiquement active. Les nuits n'étaient pas noires. Elles étaient éclairées par cette immense lueur, une veille constante qui aurait rendu toute notion de temps ou de cycle lunaire régulière impossible. Les ombres dansaient et se déformaient sous l'effet de ce phare céleste, transformant le paysage en un théâtre d'ombre et de lumière. Cette période, Léon AD1, fut l'âge de la fondation par le feu. C'était une période de formation intense, où la Terre acquérait sa structure interne, son noyau de fer se stabilisant, son manteau convectif organisant la chaleur interne, et sa croûte, bien que constamment remodulée, commençant à se différencier. Sans cette phase de chaos, sans cette violence lunaire, la Terre n'aurait pas été ce qu'elle est. La Lune, par sa fureur, a été la sage-femme violente de notre monde. Elle a brassé les ingrédients, elle a pétrifié la pâte, elle a agité le creuset. Le coup était immense, une jeune planète déformée et battue sans relâche, mais la promesse, bien que lointaine, était là, un monde stable et riche. Le ballet cosmique venait de commencer, et sa prochaine phase promettait d'être tout aussi dramatique. Phase 2, apogée, âge d'or, 2500 à 3000 mots. Le chaos de la naissance s'est lentement, presque imperceptiblement, transformé en une période de fureur plus structurée. L'âge d'or de la Lune en tant que sculpteur brutal de la Terre, si l'on peut appeler, âge d'or, une période de destruction créatrice. La Terre, bien que toujours soumise à une violence inimaginable, commençait à développer une certaine résilience. La croûte, déchirée et reforgée sans cesse, devenait légèrement plus épaisse, plus consistante. Les océans, bien que toujours soulevés par des marées monstrueuses, commençaient à accumuler davantage d'eau, arrachée aux comètes glacées qui bombardaient encore la planète, ou exhalaient des volcans en furie. Notre proto-lune, en cette apogée de son influence, était plus qu'un simple observateur silencieux. Elle était un participant actif, un danseur principal dans la chorégraphie cosmique. Sa proximité, son poids gravitationnel, étaient les leviers qui permettaient à la Terre de se transformer. Sans cette force externe, notre planète aurait pu se refroidir beaucoup plus lentement, se figer dans un état stagnant et moins dynamique. Les cycles d'ascension et de chute, les thèmes de transformation étaient déjà gravés dans la roche et dans l'eau. Prenons un instant pour nous concentrer sur la personnalité de cette lune primitive. Elle n'était pas la déesse sereine que nous connaissons. Elle était un titan, un forgeron cosmique. Son influence était le principal moteur de l'activité géologique sur Terre. Ces marées ne se contentaient pas de faire monter et descendre l'eau, elles exerçaient une pression sur la lithosphère terrestre, la fine couche externe rocheuse, la faisant fléchir et se déformer. Imaginez les fissures qui s'ouvraient dans cette croûte encore mince, des cicatrices géantes à travers lesquelles le magma des profondeurs pouvait remonter. C'était une période d'intense volcanisme, bien au-delà de ce que nous connaissons aujourd'hui. Des continents de basalte, les premiers germes de masse terrestre, commençaient à émerger de l'océan, mais ils étaient constamment rongés, submergés et remodelés par les forces conjuguées des marées et des éruptions. La Terre était une table de pâte à modeler cosmique, étirée et comprimée par le point invisible de la Lune. Les jours sur Terre étaient encore incroyablement courts, environ 6 à 8 heures. Cette rotation rapide amplifiait l'effet des marées. La Lune, par son attraction, ralentissait la rotation de la Terre, et en retour, la Terre accélérait la Lune, la poussant un peu plus loin sur son orbite. C'est le principe de la conservation du moment angulaire, un échange d'énergie qui, sur des milliards d'années, allait éloigner la Lune et ralentir la Terre. Mais à cette époque, le processus était encore à ses débuts, et la proximité lunaire était tout sauf un facteur apaisant. Les caractères majeurs de cette époque étaient les forces elles-mêmes. Les forces de marée, elles étaient le sculpteur implacable. Leur introduction fut celle d'un nouveau-né gravitationnel, d'une puissance brute. Leur développement se manifesta par une tyrannie sur les océans et les terres émergées. Elles étaient le conflit interne de la Terre, la poussant à se déformer et à se reconstruire. Elles éradaient les continents à peine formés,
créaient des bassins sédimentaires où des roches étaient broyées en sable fin, et laissaient derrière elles d'immenses étendues intertidales qui s'étendaient sur des centaines de kilomètres. Ces zones étaient des laboratoires naturels pour la chimie prébiotique, des lieux où l'alternance d'inondations et d'assèchements pouvait favoriser la concentration de molécules, un ingrédient clé pour la vie. Leur résolution ne serait pas une disparition, mais une diminution progressive de leur fureur, transformant leur rôle de destructeur en celui de stabilisateur, de métronome des océans. L'atmosphère primitive, une fine pellicule de gaz volcanique, sans oxygène libre, dominée par le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. Son rôle initial était de protéger la Terre des radiations solaires, mais elle était aussi le réceptacle des fureurs volcaniques. Son développement était une lutte constante. Elle était constamment dépouillée de ses éléments les plus légers par les vents solaires furieux, surtout au début, et par la force des impacts météoritiques. De plus, la proximité lunaire entraînait des marées atmosphériques colossales, des ondulations dans cette couche gazeuse qui pouvaient potentiellement accélérer la perte d'éléments dans l'espace, la faisant respirer dans un rythme erratique et violent. Sa résolution serait sa lente stabilisation, ouvrant la voie à des conditions plus propices à la vie. Les océans primordiaux, le berceau, mais aussi le bourreau. Leur introduction fut celle de l'eau, source de toute vie future, mais dans un état de fureur primordiale. Leur développement était une lutte perpétuelle pour l'existence. Ils étaient des bassins d'eau bouillante, sous la pression atmosphérique dense, et soulevés par des marées titanesques. Imaginez le fracas assourdissant de ces vagues géantes qui s'écrasent sur la roche encore chaude, le sifflement incessant de la vapeur qui s'échappe, l'odeur âcre des composés soufrés mélangés à l'air humide. Ces océans étaient des creusets chimiques, mais leur agitation constante et les températures extrêmes mettaient à rude épreuve toute tentative de formation de molécules complexes. Des revers au sein des succès, car même si l'eau était présente, sa nature était encore trop chaotique pour abriter une vie complexe. Leur résolution serait leur apaisement graduel, permettant l'établissement de conditions stables pour la vie. À cette époque, la Terre n'avait pas encore de bouclier magnétique solide comme aujourd'hui. Le champ magnétique terrestre, bien que présent, était probablement plus faible et plus fluctuant. Cela signifiait que le vent solaire, un flux constant de particules chargées du Soleil, frappait directement l'atmosphère supérieure de la Terre. Sans une protection adéquate, une partie de l'atmosphère primitive, celle que les volcans s'évertuaient à créer, était arrachée et emportée dans l'espace. La Lune, en agitant la Terre, pourrait même avoir influencé la dynamique du noyau liquide de la Terre. Et donc l'évolution de ce champ magnétique protecteur. Les personnages de l'époque étaient également les météorites. C'était la période du grand bombardement tardif, GBT, bien que le timing précis et l'étendue de cet événement soient encore débattus par les scientifiques. Pendant des centaines de millions d'années, notre système solaire a été le théâtre d'une danse de la mort, des corps célestes de toute taille s'entrechoquant et s'écrasant sur les planètes intérieures. La Lune, agissant en partie comme un bouclier gravitationnel, a essuyé le plus gros des impacts, comme en témoignent ces vastes plaines sombres, les mers lunaires, qui sont en réalité d'anciens bassins d'impact remplis de lave solidifiée. Mais la Terre, avec sa gravité plus forte, en a aussi subi sa part. Le bombardement tardif, il fut l'agresseur, mais aussi le pourvoyeur. Son introduction fut celle de pluies de roches et de glace venues du lointain. Son développement fut une période d'impacts incessants, qui créèrent des cratères gigantesques, mais aussi apportèrent de l'eau et des molécules organiques essentielles. Ces impacts vaporisaient les océans existants, réchauffaient la croûte, et pouvaient même faire fondre des parties de la surface. Chaque impact était un événement localisé de destruction totale, qui pouvait retarder l'émergence de la vie. Pourtant, en même temps, ces météorites apportaient des éléments cruciaux pour la formation de la vie. Leur résolution serait leur diminution progressive à mesure que le système solaire se stabilisait, laissant derrière eux une terre criblée de cicatrices mais enrichie d'ingrédients essentiels. Dans cet enfer volcanique et aquatique, les températures étaient extrêmes. Si certaines zones pouvaient être suffisamment fraîches pour permettre à l'eau de se condenser, d'autres étaient constamment à des points d'ébullition ou même au-delà, sous la pression d'une atmosphère dense. Imaginez des bassins d'eau surchauffés, des soupes primordiales dont l'existence même était précaire, constamment rebrassée et transformée. L'air, lourd de vapeur et de gaz acide, aurait suffoqué toute forme de vie complexe. Le toucher du sol aurait été celui d'une roche volcanique rugueuse, souvent brûlante, sous un ciel chargé de particules et traversé par les lueurs du soleil et de la lune géante. Pourtant, c'est dans ce creuset que les premiers éléments de la vie ont commencé à se former. Le coup humain n'existait pas encore, mais le coup planétaire était la lente et douloureuse gestation d'un monde habitable. Le savoir n'était pas encore préservé dans des livres, mais dans les strates rocheuses qui se formaient lentement, dans la composition isotopique des premiers minéraux. Le mythe et la réalité se mêlaient dans le spectacle permanent de la Lune.
une présence à la fois menaçante et fascinante, source de terreur et d'inspiration même avant l'aube de l'humanité. Les premiers continents étaient des masses sombres, basaltiques, en constante dérive et subduction sous l'effet de la tectonique des plaques, elles-mêmes rendues hyperactives par les forces de marée. Ils émergeaient et plongeaient, comme des îles fantômes dans une mer de lave et d'eau. La surface de la Terre était un patchwork de cratères cicatrisés, de volcans actifs et de jeunes chaînes de montagnes, créées par des collisions continentales. Il faut se défaire de l'image d'une Terre primitive stérile et inerte avant l'apparition de la vie. Non, c'était un monde hyperactif, vibrant d'une énergie géothermique et cosmique. Les couleurs dominantes auraient été les rouges de la lave, les noirs du basalte, les ocres des gaz soufrés, le gris vaporeux des nuages, et l'éclat blanc-jaune du protolune qui traversait l'épais manteau gazeux. Le son dominant aurait été celui des éruptions, du grondement des marées gigantesques, du fracas des impacts, et du sifflement constant de la vapeur. Et la Lune, cette protolune, continuait son œuvre. Sa lumière était plus intense, son ombre plus profonde. Les éclipses de soleil devaient être des événements d'une rareté relative, mais d'une grandeur terrifiante, l'immense disque lunaire masquant entièrement le soleil et plongeant la Terre dans une obscurité soudaine et effrayante, avec juste la lueur volcanique de la surface pour rompre le noir. Ces moments, bien que purement astronomiques, auraient marqué une sorte de pause dans l'agitation constante, une respiration momentanée avant la reprise du ballet cosmique. Cette période d'apogée des influences lunaires a duré des centaines de millions d'années. Ce n'était pas une ère de stabilité, mais une ère de transformation rapide, alimentée par la proximité et la masse de notre satellite. La Terre se forgeait, s'endurcissait, s'organisait sous les coups répétés de son destin cosmique. Le rôle de la Lune était ambivalent. Elle était destructrice par ses marées gigantesques et son influence sur la géologie, mais aussi créatrice en brassant les éléments et en participant à la mise en place des conditions qui permettraient l'émergence d'un monde habitable. Le coût de cette période, pour la jeune planète, était une agitation constante et une instabilité profonde. Mais ce n'était pas la fin. Ce n'était qu'un chapitre intense d'une histoire bien plus longue. La Terre allait bientôt entrer dans une nouvelle phase, une phase de conflit et de transformation, où les forces en jeu commenceraient à trouver un nouvel équilibre et où la vie, cette étincelle improbable, commencerait à oser se manifester. Phase 3, conflit, transformation, 2500 à 3000 mots. Au fil des millions d'années qui suivirent, le ballet cosmique entre la Terre et la Lune entra dans une phase de transition cruciale. La violence brute des origines commença à s'estomper, non pas disparaître, mais se transformer en une lutte plus subtile, mais non moins fondamentale. Ce fut l'ère où la Terre, sous l'influence continue de la Lune, commença réellement à se forger une identité distincte, un pas décisif vers la planète bleue que nous habitons. Le grand artisan de cette transformation fut un phénomène invisible, implacable, la récession lunaire. Par l'action des marées, la Lune arrachait de l'énergie de rotation à la Terre. En retour, elle était poussée un peu plus loin sur son orbite. C'était une danse gravitationnelle où la Terre, comme un patineur sur glace, ralentissait son spin en tendant les bras, tandis que la Lune s'éloignait progressivement. Lentement, insidieusement, la distance entre les deux corps augmentait. Chaque année, la Lune s'éloignait de quelques centimètres, et chaque jour sur Terre s'allongeait de quelques microsecondes. Ce processus, imperceptible à l'échelle humaine, a été la force motrice derrière le ralentissement de la rotation terrestre et l'atténuation progressive de l'intensité des marées. Les jours, qui n'étaient autrefois que de 4 à 5 heures, s'allongeaient peu à peu, passant à 8, puis 10, puis 12 heures. Cette prolongation du cycle jour-nuit eut des conséquences profondes. Les variations de température entre le jour et la nuit devinrent plus prononcées, créant des gradients thermiques qui pouvaient entraîner des courants atmosphériques plus stables. La lumière du soleil pouvait pénétrer plus longtemps les jeunes océans, offrant une énergie plus constante pour les réactions chimiques. La diminution de l'intensité des forces de marée fut une délivrance pour la jeune Terre. Les vagues, qui mesuraient des centaines de mètres, commencèrent à s'atténuer, devenant des dizaines de mètres, puis des mètres. Le fracas assourdissant se transforma en un grondement, puis en un murmure. Cela permit aux masses continentales naissantes de gagner en stabilité. Là où auparavant les continents étaient constamment érodés et remodelés par les marées gigantesques, ils pouvaient désormais commencer à se consolider. Les premiers cratons, les cœurs stables des futurs continents, commencèrent à se former, s'épaississant et s'élevant au-dessus des eaux. Cette période fut également marquée par la fin du grand bombardement tardif, ou du moins sa forte diminution. Le nettoyage du système solaire était presque achevé. Les pluies de météorites se firent moins fréquentes, moins intenses. La Terre put enfin respirer un peu, se remettre des blessures constantes. Les cratères gigantesques étaient toujours là, des cicatrices géantes sur la surface de la planète, mais de nouveaux impacts dévastateurs devenaient plus rares. Cette accalmie relative permit aux océans de se stabiliser,
aux atmosphères de s'épaissir sans être constamment balayées, et aux croûtes continentales de se renforcer. C'est dans ce contexte de transformation géologique que la vie a osé faire ses premiers pas. Non pas une vie complexe, mais des formes de vie microscopiques, des chimiosynthétiseurs qui tiraient leur énergie des composés chimiques émis par les évents hydrothermaux sous-marins. Imaginez ces profondeurs obscures, loin de la fureur des marées de surface, là où la chaleur du manteau terrestre rencontrait l'eau glacée, créant des cheminées de minéraux riches en énergie. Des formes de vie qui n'avaient pas besoin du soleil, prospérant dans l'obscurité, comme des points lumineux de ténacité. Ces organismes, les premières étincelles de vie, étaient les véritables non-élites de cette époque, des fragments invisibles qui allaient pourtant changer le cours de l'histoire planétaire. La vie primitive, un archétype de microbe chimiosynthétique. Son introduction fut celle d'une étincelle improbable dans un monde inhospitalier, une forme de vie simple tirant son énergie des entrailles de la Terre. Son développement fut une lutte acharnée pour la survie et la prolifération. Elle dut faire face aux températures extrêmes, aux pressions immenses, à la toxicité de l'environnement, et aux impacts météoritiques occasionnels qui pouvaient anéantir des colonies entières. Elle se développa dans l'ombre des évents hydrothermaux, se nourrissant de soufre et de fer. Cette vie, par sa persistance, démontra la capacité de la Terre à transformer même les conditions les plus rudes en opportunités. Sa résolution serait sa diversification et son évolution vers des formes plus complexes, mais son héritage fut la preuve que la vie pouvait non seulement survivre, mais prospérer dans l'adversité. Le mythe de la Lune, en tant que gardienne sereine, se confrontait à la réalité de son rôle brutal mais nécessaire. Elle avait été la force perturbatrice qui avait presque détruit la Terre primitive, mais elle était aussi celle qui avait créé les conditions de sa future habitabilité. La tension entre destin et libre arbitre était palpable. La trajectoire de la Lune était dictée par les lois de la physique, mais les réactions de la Terre, sa capacité à se reconstruire, à générer la vie, relevaient d'une sorte de persévérance intrinsèque. Les océans, autrefois une soupe bouillante et constamment agitée, commencèrent à se stabiliser. L'eau devint un peu plus claire, moins turbulente. Des bassins plus profonds se formèrent, offrant des refuges à ces premières formes de vie. L'air, bien que toujours sans oxygène libre, devenait moins toxique, les éruptions volcaniques diminuant en intensité et les gaz commençant à se mélanger et à se stabiliser. Des nuages d'eau se formaient et se déplaçaient, non plus en tourbillons chaotiques, mais en un cycle hydrologique plus reconnaissable. La pluie, qui autrefois s'évaporait presque instantanément en touchant le sol brûlant, pouvait désormais ruisseler, creuser des lits de rivières, et participer à l'érosion des continents naissants, transportant des minéraux vers les océans. Le manteau terrestre, un acteur silencieux mais puissant. Son introduction fut celle d'une masse rocheuse chaude et ductile, animée par des courants de convection. Son développement était la lutte interne de la Terre pour évacuer sa chaleur primordiale, pour maintenir une tectonique des plaques actives. La flexion causée par la Lune intensifiait ces courants, et le manteau était un fourneau constant, générant le magma des volcans, mais aussi recyclant la croûte. Sans cette activité, la Terre aurait pu devenir une planète morte, figée comme Mars. Le manteau était un cœur battant, dont la résolution était la création d'une géodynamique qui maintiendrait la planète vivante pendant des milliards d'années. La surface de la Terre était un paysage de contrastes saisissants. De vastes étendues de roches volcaniques sombres, des plages de sable noir formées par l'érosion des basaltes, des lacs d'eau saumâtre piégés dans des dépressions, et des cheminées hydrothermales crachant des panaches de fumée noire sous l'eau. Les sons se seraient apaisés d'un rugissement constant à un murmure plus doux des vagues, entrecoupé du grondement occasionnel d'un volcan lointain ou du sifflement de la vapeur s'échappant d'une fissure. L'odeur de soufre persisterait, mais s'adoucirait avec l'épaississement de l'atmosphère. Le rôle de la Lune, bien qu'atténué, restait crucial. Elle continuait à stabiliser l'axe de rotation de la Terre. Sans cette influence gravitationnelle, la Terre aurait vacillé de manière imprévisible, son axe pouvant s'incliner radicalement. Cela aurait entraîné des changements climatiques extrêmes et chaotiques, rendant l'établissement d'une vie stable presque impossible. L'inclinaison axiale stable de la Terre, qui donne naissance à nos saisons, est un héritage direct de cette relation lunaire tumultueuse. C'est une correction d'une idée fausse courante. La Lune ne se contente pas d'influencer les marées, elle est le garant de notre stabilité climatique à long terme. Les cycles d'ascension et de chute se manifestaient clairement. La chute de l'intensité des forces lunaires dévastatrices coïncidait avec l'ascension de la complexité géologique et biologique. Le coût à la vie planétaire était toujours élevé. La vie n'était qu'une fragile étincelle, mais les conditions s'amélioraient. Le savoir de cette époque était encodé dans les roches, dans la stratigraphie des sédiments, dans les isotopes laissés par les événements cataclysmiques. Un savoir que nous ne faisons que commencer à déchiffrer. La Terre entrait dans une nouvelle phase, l'éon archéen. La surface commençait à se différencier. Les premières roches granitiques, plus légères et moins denses que le basalte,
commençaient à se former. Celles-ci sont essentielles à la formation de continents stables et durables, car elles flottent plus facilement sur le manteau. La genèse de ces granites est un processus complexe lié à la présence d'eau et à la tectonique des plaques, processus tous deux influencés par la danse entre la Terre et la Lune. Les premières traces de vie photographique, les cyanobactéries, commenceraient à apparaître bien plus tard dans l'Archéen, modifiant radicalement l'atmosphère terrestre par la production d'oxygène. Mais pour l'heure, les microbes primordiaux restaient les maîtres des profondeurs, les pionniers de l'invisible, préparant le terrain pour l'une des plus grandes transformations que la Terre ait jamais connue. La relation entre la Terre et la Lune avait évolué d'une bataille incessante à une cohabitation plus équilibrée, même si la Lune était encore bien plus proche et influente qu'aujourd'hui. Elle était passée d'une force de destruction pure à une architecte brutale mais efficace. Le paysage qui en résultait était un témoignage de cette lutte. Des vastes étendues océaniques parsemées d'îles volcaniques, des croûtes continentales en formation, des volcans crachant leur fumée, et un ciel où la Lune, bien que plus lointaine, restait une présence imposante, veillant sur la planète qu'elle avait si violemment transformée. Cette période de conflit et de transformation fut cruciale. Elle a préparé le terrain pour l'émergence d'une planète capable de soutenir la vie complexe. Les forces qui avaient presque détruit la Terre à ses débuts étaient maintenant les mêmes forces qui lui permettaient de mûrir. La Lune, par sa lente récession, transformait son rôle de bourreau en celui de gardienne lointaine, sculptant la Terre par l'absence plutôt que par la présence. Les fondations étaient posées, la Terre avait survécu à son enfance turbulente. Maintenant, elle était prête pour la prochaine étape de son évolution, une étape qui allait consolider l'héritage de cette danse cosmique. Phase 4. Déclin, héritage, transformation, 2000 à 2500 mots. Les millions d'années se sont muées en milliards. Le rythme du changement, autrefois effréné, s'est ralenti, comme une symphonie qui passe d'un allegro furieux à un andante majestueux. La Terre, blessée mais endurcie, avait survécu à sa prime jeunesse. La Lune, son compagnon jadis tyrannique, avait progressivement reculé, atteignant une orbite plus distante, ses vagues gravitationnelles se faisant moins dévastatrices. Ce fut une période de déclin de l'influence lunaire directe, mais de consolidation de son héritage, une transformation de son rôle de destructeur en celui de stabilisateur et de gardien silencieux. Le lent éloignement de la Lune a continué à influencer de manière significative la rotation de la Terre. Les jours ont continué de s'allonger, passant de 12 à 16, puis à 20 heures, avant de se fixer finalement à nos 24 heures actuelles, un processus qui s'étend sur des milliards d'années. Cette stabilisation du cycle jour-nuit a eu des répercussions profondes sur l'évolution de la vie. Des rythmes circadiens ont pu émerger, permettant aux organismes de s'adapter à des cycles de lumière et d'obscurité plus longs et plus prévisibles. Les températures de surface ont pu se modérer, les nuits plus longues permettant un refroidissement plus important, et les jours plus longs offrant une période plus stable d'ensoleillement. Les marées, bien que toujours présentes, étaient devenues des forces beaucoup plus douces. Fini les vagues de plusieurs kilomètres de haut. Elles mesuraient maintenant des dizaines de mètres, puis nos quelques mètres actuels. Ce n'était plus un déferlement incessant qui broyait les continents, mais un rythme régulier qui brassait les eaux côtières, enrichissant les rivages en nutriments et créant des écosystèmes intertidaux, des laboratoires naturels pour l'évolution de la vie marine. Les plages, qui étaient autrefois des étendues de boue volcanique et de roches déchiquetées, sont devenues des rivages de sable fin, témoignage d'une érosion plus douce et plus progressive. Le rôle de la Lune dans la stabilisation de l'axe de rotation de la Terre est devenu son héritage le plus précieux. Sans la Lune, la Terre aurait connu des basculements chaotiques de son axe, entraînant des changements climatiques drastiques et imprévisibles, avec des périodes glaciaires mondiales alternant avec des épisodes de chaleur torride. Les saisons que nous connaissons, et qui sont si cruciales pour la biodiversité et les cycles agricoles, sont un don indirect de la Lune. C'est une des complexités de cette histoire. Ce qui fut un agent de destruction devint, par son retrait, le garant de la stabilité. Il n'y a pas de chute simpliste ici, mais une évolution d'un rôle. L'axial tilt, l'inclinaison axiale. Son introduction fut un effet secondaire des forces d'impact et de l'éloignement lunaire. Son développement fut une lente stabilisation sous l'influence gravitationnelle de la Lune. C'est le garant de la stabilité climatique de la Terre, et donc un facteur clé pour l'évolution de la vie complexe. Il représente la transition du chaos primordial à l'ordre stable. Sa résolution et sa permanence, son rôle continu dans la régulation des saisons et des climats terrestres, un héritage éternel de la Lune. Avec la stabilisation des conditions environnementales, la vie a pu s'épanouir. Les premières cyanobactéries, apparues il y a environ 3,5 milliards d'années, ont commencé à pomper de l'oxygène dans l'atmosphère, modifiant radicalement la composition chimique de l'air et de l'eau.
C'est ce que l'on appelle la grande oxydation, un événement cataclysmique pour les formes de vie anaérobies, mais un tremplin pour l'évolution des organismes aérobies et, finalement, de la vie complexe. Les océans sont devenus bleus, le ciel est devenu bleu, et la Terre a commencé à ressembler à la planète que nous connaissons. Les cyanobactéries, représentant les premiers oxygénateurs. Leur introduction fut celle de microbes invisibles dotés d'une capacité révolutionnaire, la photosynthèse. Leur développement fut une lente mais inexorable colonisation des océans, transformant l'atmosphère terrestre par la production d'oxygène. Elles ont fait face à des environnements encore hostiles, aux fluctuations climatiques, mais leur nombre et leur persistance ont eu un impact planétaire. Elles sont l'illustration parfaite du coût planétaire des grands événements. Une transformation atmosphérique massive qui a détruit des espèces anaérobies, mais a ouvert la voie à l'explosion de la vie. Leur résolution fut leur rôle continu dans les écosystèmes et leur héritage. Une atmosphère riche en oxygène, essentielle à notre existence. Les continents, qui n'étaient auparavant que des archipels volcaniques, se sont agrégés en supercontinents, dérivant et se fragmentant sur des centaines de millions d'années. Leur masse solide offrait des environnements diversifiés pour la vie terrestre à venir. Les cycles géologiques, les montagnes s'élevant et s'érodant, le magma circulant sous la croûte, tout cela continuait. Mais à une échelle de temps beaucoup plus lente et moins violente qu'à l'AD1. Le savoir de cette époque est aujourd'hui enfoui dans les roches sédimentaires, dans les fossiles les plus anciens, dans les bandes de fer rubanées qui témoignent des premiers dépôts d'oxygène dans les océans. C'est un savoir que nous avons progressivement préservé et déchiffré, nous permettant de comprendre cette histoire épique. Les mythes sur la Lune ont pris de nouvelles formes, des déesses de la nuit, des symboles de la fertilité et de la folie, reflétant une lune lointaine et sereine, loin de son passé de titan furieux. La perspective des non-élites, en l'absence d'humanité, peut être interprétée comme celle des organismes simples, des molécules complexes se formant dans la soupe primordiale, des roches et des minéraux qui étaient les témoins silencieux de ces transformations colossales. Un grain de quartz dans une roche de 3,5 milliards d'années a traversé des éons de bouleversement, il a été broyé par des marées géantes, fondu dans des volcans, exposé aux rayons cosmiques, et il est aujourd'hui une relique, un fragment d'un passé lointain, porteur d'une mémoire géologique. La Lune, maintenant un objet distant et familier, continuait sa danse. Ses phases lunaires régulières guidaient les rythmes des marées, influençant les cycles biologiques des créatures côtières. Sa lumière, bien que plus faible qu'à ses débuts, était suffisante pour éclairer les nuits, permettant la navigation, influençant les comportements nocturnes. Elle était devenue un repère céleste, une ancre gravitationnelle qui maintenait la Terre sur une trajectoire stable et lui permettait de prospérer. Les changements lents mais profonds ont culminé dans l'explosion cambrienne, il y a environ 540 millions d'années, où la vie pluricellulaire complexe est apparue soudainement, remplissant les océans de créatures étranges et merveilleuses. Cette diversification extraordinaire n'aurait pas été possible sans la stabilité environnementale rendue possible par l'éloignement de la Lune et la modération de son influence. C'est l'héritage le plus profond de cette relation tumultueuse, la possibilité même de notre existence. Les saisons, ces marqueurs du temps, ont commencé à prendre leur forme actuelle. Les pluies, le soleil, le gel, la chaleur, tous se succédaient selon un ordre prévisible, rythmé par l'inclinaison axiale stable de la Terre. Les odeurs de soufre ont fait place à celles des forêts luxuriantes, des océans salés et de la terre humide. Les sons des volcans et des marées géantes ont été remplacés par le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles et le fracas des vagues normales. Les artefacts de cette période sont les stromatolites, des formations rocheuses créées par des couches de cyanobactéries, les plus anciennes preuves macroscopiques de vie sur Terre. Ce sont des monticules stratifiés, comme des choux-fleurs pétrifiés, qui se dressent aujourd'hui dans certaines mers peu profondes, témoignant d'un passé immémorial. Leur forme et leurs couches sont les livres d'histoire de cette époque. Le coup humain, ou plutôt le coup à l'émergence de l'humanité, n'était plus celui de la destruction, mais celui de la longue, lente patience de la nature. Il a fallu des milliards d'années, une série de catastrophes et de transformations, pour que la Terre devienne propice à la vie complexe, et finalement, à l'intelligence. La Lune a été l'instrument de cette patience forcée, une horloge cosmique qui a cadencé le grand œuvre de l'évolution. La Lune est aujourd'hui un corps céleste bienveillant, son influence est douce, nécessaire à la vie que nous connaissons. Ses marées nettoient nos côtes, son rôle stabilisateur est essentiel. Elle est devenue un symbole de calme et de poésie. Mais son histoire est celle d'une origine brutale, d'une jeunesse dévastatrice. Où elle a failli anéantir la Terre primitive. Elle nous rappelle la puissance et la cruauté du cosmos, mais aussi sa capacité à forger la beauté et la vie, à partir du chaos le plus absolu. C'est une leçon d'humilité face aux forces de l'univers, et un témoignage de la résilience incroyable de notre propre planète. Le grand drame de la Genèse était achevé, l'héritage de la Lune était gravé dans chaque pierre, chaque goutte d'eau, chaque brin de vie sur Terre.
Épilogue, éco-moderne, 500 à 800 mots. Nous voilà revenus à notre époque, après ce voyage vertigineux à travers les abîmes du temps. La lune que nous contemplons ce soir, qu'elle soit pleine et radieuse ou un simple croissant timide, n'est plus le titan menaçant qu'elle fut. Elle est une vieille amie, une présence familière qui, malgré sa discrétion apparente, continue de veiller sur nous. Ces cratères silencieux racontent des histoires de milliards d'années, des blessures d'un passé tumultueux, mais aussi la mémoire de sa propre création et de celle de notre monde. Aujourd'hui, les marées sont un doux balai quotidien, une respiration océanique qui nettoie nos côtes, soutient des écosystèmes riches et offre des rythmes apaisants à nos vies. La Lune, par sa force gravitationnelle, continue de stabiliser l'inclinaison de l'axe terrestre, garantissant les saisons régulières et un climat suffisamment stable pour que la vie puisse non seulement subsister, mais prospérer dans une incroyable diversité. Sans elle, notre Terre serait un monde très différent, peut-être stérile, battu par des climats chaotiques, ou du moins incapable de soutenir la complexité de la vie que nous connaissons. Les échos de cette période primitive résonnent encore. Nos horloges biologiques, nos rythmes de sommeil, les cycles de reproduction de nombreuses espèces sont liés à l'alternance du jour et de la nuit, une alternance rendue régulière et suffisamment longue par l'éloignement progressif de la Lune. La profondeur de nos océans, la composition de notre atmosphère, la nature même de nos continents et les minéraux que nous exploitons, tout porte l'empreinte de cette histoire ancienne et violente. Chaque pierre que nous tenons, chaque brin d'herbe qui pousse, chaque goutte d'eau qui coule dans nos rivières, porte en elle le souvenir lointain de la danse furieuse de la Terre et de la Lune. Le mythe de la Lune, en tant que déesse ou gardienne, a évolué au fil des civilisations humaines, mais la science nous offre une histoire encore plus fascinante, une épopée de feu et de roche, de violence et de création. Elle nous enseigne l'humilité face aux forces cosmiques, mais aussi la résilience inouïe de notre propre planète. Elle nous rappelle que le chaos initial n'était pas la fin, mais une étape nécessaire, une force de forgeage qui a préparé notre monde pour l'émergence de la vie et finalement, de l'humanité. La Lune n'est pas seulement un satellite. Elle est une partie de nous, le vestige d'un impact qui a façonné notre identité planétaire. En la regardant, nous ne voyons pas seulement un corps céleste, mais le miroir de notre propre passé le plus lointain, une histoire gravée dans la roche et dans le temps. Elle nous murmure, à travers l'immense distance qui nous sépare aujourd'hui, le souvenir d'une époque où elle régnait en titan, où elle a presque détruit la Terre primitive, pour mieux la reconstruire et lui offrir un destin. Son silence est éloquent, ses cicatrices sont une bibliothèque d'histoire. La Lune, loin d'être un simple ornement nocturne, est la complice silencieuse de notre existence. Elle est la preuve que de la plus grande violence peut naître la plus grande stabilité, et que même les destins les plus chaotiques sont tissés dans la tapisserie complexe de l'univers. Et maintenant, l'histoire se termine. Bonne nuit.